Yomoni, leader français de la gestion d'épargne en ligne, et aucoffre.com, achat et revente d'or physique gardé en coffre sécurisé, présente Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Suite de votre rendez-vous économique du dimanche, parce que cette fois ça concerne votre portefeuille, vos économies, votre argent. C'est évidemment le rendez-vous Osez investir. Rebonjour mon cher Thomas Binet. Rebonjour Maxime. Après cette courte pause, vous allez aborder quel sujet ce matin dans Osez investir, le programme? Eh bien, pourquoi investir est moins risqué que de ne rien faire? Je vais vous donner quelques conseils sur le sujet. Et puis investir quand on est enfant, bonne ou mauvaise idée, comment s'y prendre? Eh bien, on va y répondre avec Mathias Bassino, qui est le directeur des marchés européens de la néobanque Trade Republic. Et Guy Marty, notre expert en gestion de patrimoine, il va nous parler d'or. Éco-réseau Business, le magazine de référence des investisseurs, présente Sud Radio, Osez investir, le conseil de la semaine. En ce dimanche matin, mon cher Thomas, ça vient compléter cette introduction. En effet, ça concerne le portefeuille de ceux qui nous écoutent actuellement. Et c'est une phrase qui surprend toujours. On entend parfois investir est moins risqué que de ne rien faire. Comment c'est possible ? C'est possible et je vais vous expliquer. Ça, je fais sous le contrôle de notre invité qui va écouter ça parce que c'est quand même l'expert en pédagogie financière et on en parlera dans un instant. Mais Maxime, ce qui paraît paradoxal, mais c'est très vrai. Ne rien faire, c'est d'abord laisser son argent dormir sur un compte. Et pendant ce temps-là, il perd de la valeur à cause de l'inflation. Rien que ça. Si les prix montent de 4% par an, au bout de 10 ans, regardez ce que votre pouvoir d'achat va fondre et de presque 40%. Donc en restant immobile, vous prenez un risque invisible, celui de vous appauvrir doucement mais assurément. Donc là, on est en train de comprendre que de ne rien faire, c'est déjà un risque. Mais investir, est-ce qu'on est d'accord que ce n'est pas pour autant quelque chose qu'on peut faire sans risque? Donc on peut perdre de l'argent aussi. Oui, bien sûr, parce qu'investir comporte des risques, tout le monde le sait, mais ils peuvent être maîtrisés malgré tout. L'idée, ce n'est pas de jouer au casino, c'est d'investir avec méthode, diversifier, choisir des placements adaptés à son horizon et surtout investir régulièrement. Le temps est notre meilleur allié. Sur le long terme, les marchés ont toujours été plus forts que les crises. Donc au fond, c'est quoi? C'est une question de stratégie et surtout de durée? Exactement. Plus vous investissez tôt, plus votre argent travaille pour vous. Et surtout, vous passez du statut de spectateur à celui d'acteur. Ne pas investir, c'est subir l'économie. Investir, c'est en profiter. En fait, le vrai risque, c'est de rester immobile pendant que le monde avance. On frôle la philosophie quand même, mon cher Thomas. Oui, merci on est un dimanche beaucoup, matin. parce que finalement, ne rien faire, c'est déjà faire un choix, et choisir, c'est renoncer. Ça, c'est beau. Haussmann Executive Search, leader du recrutement sur les métiers de la finance et de l'immobilier, présente Sud Radio, Osez investir, l'invité. Suite logique que ce qu'on vient d'expliquer, mon cher Thomas, avec Mathias Bassino, qui est le directeur des marchés européens de la néobanque allemande Trade Republic, dont on entend beaucoup parler. C'est la plateforme d'épargne présente dans 18 pays européens, avec plus de 10 millions de clients déjà, et auteur du livre « Prenez votre argent en main » aux éditions Michel Lafon. Et donc, cher monsieur, vous êtes l'invité de Thomas Binet. Mathias Bassino, pourquoi il est important d'initier les enfants, je commence à en parler un petit peu d'une certaine manière, à l'investissement dès le plus jeune âge? Merci de cette invitation. D'abord, toujours heureux d'être sur Sud Radio. Et c'est important parce que nos enfants n'auront pas le choix que d'hériter d'une situation économique et financière abîmée. Alors comme ils ont l'habitude, nos enfants, et c'est un peu triste d'ailleurs, de faire face à des transitions, eh bien, leur donner les clés pour qu'ils soient capables de faire leur transition financière dans le monde qui vient, un monde où nous sommes de plus en plus nombreux, de plus en plus vieux, de plus en plus endettés. Il va devenir important d'optimiser la ressource argent. On a à peu près les 2/3 des Français qui sont inquiets pour leur avenir financier et celui de leurs enfants. L'éducation financière est un excellent moyen d'y répondre. Alors justement, vous parlez d'éducation financière. Maxime l'a dit en vous présentant, vous avez écrit un livre et cet été, vous avez sorti également un carnet de vacances assez original sur le sujet. Donc vous plaidez pour des cours d'éducation financière au collège et au lycée, soyons très clairs. Tout à fait, et c'est, pour être assez clair aussi, prêcher un peu dans le désert actuellement, malheureusement, pour ce qui est des cours au collège et au lycée. Pour l'instant, nous faisons, quand je dis nous, c'est la société française et celles et ceux qui s'intéressent à l'éducation financière, nous faisons avec ce que nous avons, et ce que nous avons, ce sont les réseaux sociaux. Alors Mathias Bassino, comment on peut impliquer les enfants dans la gestion de leur épargne sans les exposer à des décisions trop complexes, tout en sachant qu'ils ne sont pas forcément d'ailleurs en capacité juridique de le faire? Alors, l'enjeu est un enjeu jusqu'à la majorité de l'enfant, évidemment, purement éducatif, puisque les plans épargne enfant, les comptes pour enfants, l'argent est accessible à l'enfant à partir de sa majorité, et c'est très bien comme ça. Donc l'enjeu est un enjeu d'éducation.
Pour éduquer, vous avez plusieurs possibilités. Vous avez le fait de partager la situation de votre foyer avec vos enfants petit à petit pour qu'ils prennent l'habitude du mode de fonctionnement de l'argent dans le foyer. L'autre outil évidemment très utilisé par les parents, c'est l'argent de poche, qui est un excellent moyen pour montrer que l'argent est un flux que l'on peut utiliser et pas un stock que l'on doit garder. Nos enfants sont beaucoup exposés à Picsou et ses tas de pièces. C'est une représentation du XXe siècle et il faut les en désintoxiquer. Le troisième aspect, c'est évidemment si vous épargnez pour eux, petit à petit, et surtout à partir de l'adolescence, vous pouvez leur expliquer ce que vous faites pour eux et pourquoi vous le faites. Ça leur donnera la possibilité de vous poser des questions et en général, je l'ai expérimenté, ces questions-là sont assez réjouissantes. Alors vous avez parlé des parents, justement 85% d'entre eux, des parents français, ont déjà ouvert un compte d'épargne pour leur enfant. Ça veut dire que c'est quand même déjà pris en considération dans les foyers français. Ah mais les parents ont le bon comportement. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas les bons outils. Tout simplement, les parents français, dans leur immense majorité, utilisent le livret A pour épargner pour leurs enfants. Le problème, c'est que les enfants, ils ont quelque chose d'extrêmement précieux en matière d'argent. Ils ont du temps. Et le temps, c'est de l'argent. On dit ça, on pense que c'est lié à ces mecs qui travaillaient très fort aux États-Unis dans les années 80-90, qui disaient chaque heure compte, le temps c'est de l'argent. C'est pas vrai. On dit le temps c'est de l'argent parce que plus on a de temps devant soi, plus les intérêts composés peuvent jouer. Et donc pour les enfants, investir plutôt qu'épargner, ça fait énormément de sens puisqu'un enfant qui naît a 18 ans devant lui. Alors justement, parlons des parents qui nous écoutent ce dimanche matin. La moitié des parents français mettent 50 € par mois sur ces comptes pour leurs enfants. Mais très concrètement, Mathias Bassino, est-ce suffisant pour que cela représente un véritable bénéfice réel à leur majorité ? Ah oui. Alors là, oui, mais tout dépend comment vous les placez, ces 50 € par mois. Donc, un exemple très simple, 50 € par mois sur un livret A de 0 à 18 ans, avec 2% par an de rendement moyen sur le livret A, vous êtes à 13 000 € à la fin, à 18 ans, dont 2 000 € d'intérêt, à peu près. Donc, vous avez fait un effort d'épargne d'à peu près 10 000 € et vous avez un petit supplément grâce aux 2%. Si vous réussissez à obtenir 7% par an, en moyenne, de 0 à 18 ans, avec 50 €, vous terminez avec 23 000 €. C'est-à-dire presque le double pour le même effort. Donc c'est cette idée d'optimisation, de se dire, pour le même effort, on peut obtenir plus d'impact. Et 23 000 €, eh bien, c'est les 2/3 du coût des études supérieures en France. Donc c'est une somme essentielle pour un jeune à 18 ans pour démarrer dans la vie. Symboliquement, par ailleurs, on va laisser à nos enfants 45 000 € de dette publique par tête, si on peut leur donner de quoi démarrer à date. Ça, évidemment, ça ne va pas en s'améliorant pour l'instant. Je voudrais qu'on parle maintenant, Mathias Bassino, du compte d'épargne enfant. En quoi ça consiste ? Eh bien, c'est tout simplement un compte-titre, donc un compte pour investir, sur lequel Trade Republic permet aux parents de déposer de l'argent. Cet argent, comme tous les comptes Trade Republic, travaille déjà au taux de la Banque Centrale Européenne pour vos enfants, donc 2% brut actuellement. Et les parents peuvent mettre en place un plan d'investissement pour leurs enfants sans frais. La grande nouveauté, c'est qu'on a fait un partenariat avec un fabricant d'ETF, c'est-à-dire un fabricant de paniers d'actions pour investir à long terme, pour que même les frais de gestion de ces produits soient remboursés aux enfants jusqu'à leur majorité. Donc c'est une innovation. Et comme on a 1 million de personnes qui ont commencé à investir en bourse en France et qu'ils ont 32 ans de moyenne d'âge, eh bien, ils ont envie de pouvoir le faire pour leurs enfants et de faire jouer les intérêts composés. Donc c'est un compte-titre et jusqu'à la majorité de l'enfant, vous pouvez investir. Petite particularité, on a créé les parrains et marraines d'épargne pour que les grands-parents, les oncles, les tantes, les amis puissent faire des versements réguliers eux aussi sur le plan épargne enfant. Vous êtes les seuls à faire ça ? Le compte-titre pour mineurs existe dans d'autres établissements. Nous sommes les seuls à proposer les plans d'investissement sans frais du tout dessus et la possibilité d'automatiser et les seuls à avoir les parrains et marraines d'épargne également. Donc l'argent, c'est pas que des chiffres. L'argent, c'est aussi de l'utilisation. Et l'utilisation de ce plan épargne enfant est, à notre sens, peut-être un outil qui permettra de démocratiser ce type d'investissement. Parce que pour l'instant, les comptes-titres pour mineurs en France, c'est quasiment personne qui le fait. Alors, très clairement, les parents peuvent souscrire ça pour leurs enfants, quel que soit l'âge de l'enfant. Oui, de 0 à 18 ans. D'accord. Y a-t-il des restrictions, en revanche, spécifiques liées à l'âge ou à la réglementation ? Ce qui est important, c'est que les deux parents soient connectés au compte de l'enfant, que les deux parents soient identifiés, s'il y en a deux évidemment, et que les deux parents puissent s'accorder pour les grands actes à prendre éventuellement sur le compte, entre autres l'ouverture et la clôture. Donc c'est important que les parents soient alignés, s'il y en a deux évidemment. Et il y a des avantages fiscaux à investir de cette manière ? Malheureusement non. Le PEA enfant n'existe pas en France. Ouais. C'est bien dommage. On peut espérer qu'il arrive un jour, puisque le PEA jeune a été créé il y a quelques années pour les 18-25 ans. Et maintenant, on attend que un moment de stabilisation politique permette de mettre ce sujet sur la table. Parce que s'il y a bien une population qui,
mérite d'investir parce qu'on va lui laisser une situation pas dingue, c'est les enfants. S'il y a une population qui peut investir parce qu'elle a du temps devant elle, c'est les enfants. Et s'il y a une population qui mérite qu'on défiscalise les investissements qui sont faits pour eux, c'est les enfants. Donc si j'avais une baguette magique, je ferais un PEA enfant avec 0% d'impôt sur les plus-values jusqu'à la majorité de l'enfant. Je rappelle que Donald Trump lance le Trump 40 avec $1000 par enfant sur le S&P 500 et que le chancelier Merz en Allemagne, qui est loin d'être un extrémiste, annonce 10 € par mois payés par l'État, investis en bourse pour tous les enfants à partir de 6 ans. Vous considérez qu'on est à la remorque des autres ? Oh là, c'est plus une remorque, malheureusement. C'est un C'est train une de voiture retard. balai ? C'est un train de retard, là, oui. Ouais, d'accord. Comment éviter, parce que une question que je me pose, comment on évite que l'investissement devienne une source de pression ou d'angoisse pour les parents ou l'enfant ? Parce qu'on n'est pas dans ce modèle-là, justement. Il suffit de réduire les risques. C'est vraiment quelque chose qu'il faut accepter. Vous avez parlé tout à l'heure, Thomas, de investir ou ne pas investir. Moi, j'ai coutume de dire qu'investir comporte des risques de perdre de l'argent, mais que ne pas investir comporte des risques de perdre du pouvoir d'achat. Donc, une fois qu'on a rationalisé ça, on réduit les risques. Et réduire les risques, c'est faisable en diversifiant et en automatisant. Si vous le faites de manière automatisée tous les mois, vous êtes sur la performance moyenne. C'est rare que dans la vie ce soit bien d'être moyen, mais pour l'investissement, moyen depuis 120 ans, c'est 7% par an. J'ai une ultime question pour vous, Mathias Bassino, une question de responsabilité. Dans le cas de perte, parce qu'on dit toujours que l'investissement, il y a toujours un risque de perte, quoi qu'il en soit, quelle est la responsabilité du parent s'il y a perte ou... La responsabilité est totale, c'est les parents qui pilotent le compte de leurs enfants, en tout cas les tuteurs légaux, les représentants légaux de l'enfant qui pilotent le compte jusqu'à sa majorité. Ils sont donc pleinement responsables. Et l'intérêt d'avoir les deux parents qui regardent le compte, c'est que vous pouvez éventuellement éviter de voir un des parents céder à la peur de rater une opportunité, à l'effet de levier, aux bêtises. Donc parlez-en, c'est le meilleur rempart contre les pertes. En parler, se former, le faire à plusieurs. Merci à vous. Merci beaucoup Mathias Bassino d'avoir été avec nous du côté d'Oser Investir. Et je rappelle que vous êtes le directeur des marchés européens de la néobanque Trade Republic. Et donc on l'a compris, investissez. Blockshare, le cercle immobilier des investisseurs avisés, présente Sud Radio, Oser Investir, le coin de l'expert. Suite et fin de ce rendez-vous Oser Investir avec vous, mon cher Thomas Binet. Nous sommes avec Guy Marty, notre consultant en gestion de patrimoine et le fondateur de pierrepapier.fr. Et vous allez justement avec lui parler de l'or. On ne parle que de ça en ce moment. Oui, c'est un vrai sujet, Maxime. Et puis, avec Guy, il y a 1 an et demi, vous nous aviez dit, parce que dans Oser Investir, on a de la mémoire, on va rechercher les archives. Vous nous aviez dit qu'il était surprenant que l'or n'ait pas monté plus brutalement compte tenu des problèmes économiques et géopolitiques. Bon, sauf que entre-temps, il a presque doublé. Il a franchi la barre des $4 000 l'once. Vous aviez raison. Alors, pas tout à fait, parce que j'avais dit aussi que personne ne sait jamais ce qui va se passer ensuite. D'accord. Bon, après coup, bien sûr, on a tous des raisons. Mais Guy, en revanche, qu'est-ce que ça vous inspire aujourd'hui ? Parce que entre les inquiétudes géopolitiques, l'anticipation de problèmes monétaires, les achats massifs d'ailleurs par les banques centrales, il y a quand même un contexte qui n'est pas super. Alors, tous ces facteurs sont présents, mais ils ne nous disent rien sur la suite des cours de l'or. Alors, si vous voulez, je peux vous proposer une analyse un peu plus originale. Allons-y. En fait, le lingot, qui vaut... Alors, en fait, on est déjà passé à 4636 ce matin, ou 4360, pardon, ce matin. C'est-à-dire que le lingot d'or vaut à peu près 120 000 € aujourd'hui. Avec un lingot, vous pouvez acheter un appartement de 80 mètres carrés à Paris. Ah oui. Et chaque fois que l'or monte, on atteint ce type de niveau. Par exemple, au début des années 80, quand l'or avait explosé avec la crise du pétrole, pareil, 7-8 lingots, on achetait un appartement. À l'inverse, quand l'or descend et que le logement monte, on peut arriver à des chiffres différents. En 2008, il fallait 28 lingots pour acheter le même appartement. Alors, si on regarde sur 70 ans, il semble y avoir une logique. C'est que l'or et le logement sont tous les deux des valeurs refuges, en particulier contre l'inflation. Et ils dansent chacun ses aventures, chacun ses évolutions, autour d'à peu près une quinzaine de lingots pour un appartement. Bon, du coup, vous en tirez un enseignement, j'imagine, de tout ça. Ah bah oui, parce que si on accepte de regarder sur plusieurs années, et d'oublier juste l'immédiat, ça veut dire que l'or va connaître de nouvelles baisses, et que le logement va connaître de nouvelles hausses. Alors c'est une bonne nouvelle parce que dans l'épargne des Français, il y a seulement 1% d'or, mais il y a 70% de logement. Cela dit, il faudra peut-être attendre un petit peu avant que ça se passe. On va suivre tout ça et on aura de la mémoire pour vous le ressortir dans 1 an et demi, a priori. Absolument, merci Guy. On est d'accord.
Merci mon cher Thomas, on vous retrouve évidemment dimanche prochain dans la matinale week-end comme d'habitude. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Avec Yomoney, leader français de la gestion d'épargne en ligne, et aucoffre.com, achat et revente d'or physique gardé en coffre sécurisé.